Avertissement. Ce récit aborde des thèmes sensibles liés à la négligence et à la maltraitance infantile. Si ces sujets vous sont difficiles, prenez soin de vous. Il pensait rentrer pour une simple surprise. Un dîner improvisé, un pas de côté dans son agenda trop chargé, la promesse d'une présence rare mais précieuse. La villa respira son ordre habituel, marbre poli, rideaux tirés, une lumière maîtrisée qui ne laissait rien au hasard. Pourtant, une porte mal fermée suffira à fissurer l'image parfaite. Raphaël descendit les marches en sandales, le téléphone toujours chaud, dans la poche. Il s'arrêta net dans le couloir désert, attiré par un nouveau détail. Un petit bruit, un froissement de papier, le cliquetis hésitant d'un petit objet métallique. Au bout du couloir, derrière la cuisine ouverte, une poubelle débordait. Et penché sur ce tas, un garçonnet de 7 ans, minuscules épaules voûtées, fouillait sans bruit, comme si chaque mouvement devait être discret, comme si la maison pouvait se réveiller. Miguel leva les yeux quand Raphaël s'approcha, et dans cet instant la maison entière retint son souffle. L'enfant n'était pas sale au sens outrancier du mot. Il portait un t-shirt trop large, des traces de poussière au coude, une maigreur qui n'appartient pas à un corps d'enfant normalement nourri. Ses mains, petites et habiles, rejoignaient une boîte de biscuits à moitié vide. Il sourit, processeur d'instinct. Sourire pour masquer la peur. Raphaël sentit d'abord l'incrédulité, ce nœud qui lâche tout doucement pour laisser entrer la honte. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il s'agenouilla comme on le fait face à ce qui est fragile, et une parole sortit du fond. « Miguel ?» Sa voix était celle d'un étranger revenu dans une maison dont il connaissait chaque recoin, mais où il n'avait jamais entendu ce silence-là. Le garçon regarda à droite, à gauche, puis à Raphaël. « Papa ?» Un petit mot comme une lueur. Raphaël prit l'enfant dans ses bras sans grande cérémonie. Il nota la chaleur tiède du corps frêle, la légère odeur de nourriture froide, l'odeur des restes plutôt que des repas. Il sentit la poitrine petite et rapide. Son cœur fit un bruit sourd, pas seulement pour la scène, mais pour des mois d'absence accumulée, pour des voyages et des réunions qui avaient construit, pierre par pierre, un vide entre eux. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, gouverné par une inquiétude nouvelle. Le nom de Véronica glissa, presque automatique, comme la suite logique. La femme à la face publique impeccable, la belle-mère célébrée dans les soirées charitables, celle qui organisait cocktails et dons. Miguel hocha la tête, hésitant. « Elle est dans son bureau, » dit-il doucement. « Elle a dit de ne pas faire de bruit. » La phrase ne ressemblait pas à une excuse d'enfant. Elle sonnait comme une consigne apprise. Raphaël posa Miguel sur le plancher et regarda autour. Une nappe blanche immaculée, un vase de tulipes sans poussière, une table dressée pour un repas jamais pris. Aucune trace d'un dîner familial. Il remonta les escaliers presque sans penser, Miguel serré contre sa hanche. La porte du bureau était fermée. On pouvait entendre la voix feutrée d'une conversation téléphonique, la cadence contrôlée de quelqu'un qui gère une image. Il frappa et entra. Véronica se leva, lissée, parfaitement vêtue. Son sourire fut un masque dressé à la seconde, appris et répété. « Raphaël ! Quelle surprise! Tu es rentré tôt ?» Elle eut l'air sincèrement heureuse, mais ses yeux cachaient une rapidité de calcul, la mécanique d'une femme habituée à corriger l'inattendu. Derrière elle, un écran allumé montrait un tableau de performance d'une œuvre de charité, un logo bien en vue. Rien, ici, n'évoquait la désinvolture. Raphaël posa Miguel sur le sol du bureau. Il observa Véronica. « Où était mon fils ?» demanda-t-il. La voix basse tessela d'une colère contenue, mais précise. « Quoi ?» feignit-elle, attentive. « Miguel ? Mais il était dans la bibliothèque, il jouait. Ne sois pas dramatique. Tu te souviens comme il adore explorer. » Son ton choisissait la légèreté comme pansement. Elle s'approcha, effleura le bras de l'enfant, un geste de théâtre. « Mon Dieu, il a l'air si fatigué. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu rentrais si tôt, Rafa ?»
La pièce résonna autrement pour Raphaël. Il entendit, pour la première fois, la dissonance. Il sentit la culpabilité le ronger. Il se souvenait des réunions manquées, des anniversaires vite expédiés, de la nomination au conseil d'administration qu'il avait retenu loin de la maison. Il pensa à tous ces cadeaux matériels qu'il pensait remplacer les heures. Et puis, sous la colère, un besoin simple, protéger. Il prit Miguel dans ses bras à nouveau, sans demander le permis de personne. « Je l'emmène voir un médecin », dit-il. Véronica eut un léger mouvement, presque un arrêt du temps, puis un sourire mesquin. « Pourquoi ? C'est juste une petite fringale », murmura-t-elle, mais son regard cherchait déjà le téléphone. Avant que la scène ne dégénère, Raphaël quitta le bureau avec Miguel. Dans le hall, il rencontra Georges, son chef de sécurité, silhouette imposante et calme. Georges prit aussitôt la situation en main. Des questions courtes, une évaluation rapide de l'état de l'enfant. L'appel à Dr Béatry. Raphaël sentit que sa décision se transformait en plan. Il ne s'agissait plus de colère neutre, mais de mesures concrètes. Mini CTA. Si cette histoire vous touche, dites-nous d'où vous la regardez et laissez un like, votre voix compte. Le cabinet de Dr Béatry Correia était simple et humain, tout en bois clair et affiches pédagogiques. La pédiatre posa des questions avec lenteur, la voix douce d'une personne habituée au corps fragile. Elle pesait, mesurait, examinait les dents, les cheveux, la peau. Elle nota un poids en dessous des courbes attendues pour l'âge, des traces de fatigue, une absence de joues rebondies. Elle observa aussi un retrait émotionnel. L'enfant était poli jusqu'à la retenue. Il évitait de se plaindre. Il répondait en phrases courtes. « Ce que je vois, » dit Béatrice sans exagération, « ce sont des signes de malnutrition légère à modérée. Ce n'est pas une blessure ouverte, ce sont des manques répétés. Le côté comportemental montre une détresse affective. Nous devons faire des analyses complémentaires et appeler les services sociaux pour établir un suivi. » Raphaël sentit que la salle basculait sous ses pieds. Chaque mot de la pédiatre venait poser un diagnostic sur des mois d'absence. Il se surprit à vouloir expliquer sa vie, à se défendre, puis se retint. Ce n'était pas le moment pour les excuses. Le plus urgent fut la réponse pratique. Béatry proposa des compléments alimentaires immédiats, un plan nutritionnel et la rédaction d'un rapport médical détaillé. Ce rapport vous servira si vous décidez d'entamer des démarches judiciaires ou administratives, conclut-elle. Le rapport devint la première pierre d'un dossier. En sortant de la clinique, Raphaël regarda Miguel diffracté par les reflets de la ville. L'enfant tenait une peluche usée. « Tu veux aller manger quelque chose de bon ?» proposa-t-il. Miguel hocha la tête, les yeux lumineux pour la première fois de la journée. Le petit geste de choisir un chocolat chaud sur un banc public prit, pour Raphaël, la valeur d'une promesse. Il commença à faire des choix qui n'étaient plus seulement transactions matérielles, il commença à rester. Il appela Enrique Cardoso, son avocat spécialisé en droit de la famille. Enrique arriva dans la soirée, costume impeccable, carnet de notes bien rangé. Il écouta le récit de Raphaël sans expression outrée, comme quelqu'un qui sait que les émotions viennent souvent en bataille et que le travail, ensuite, doit être minutieux. « Nous ne pouvons pas entrer violemment dans une confrontation publique, » expliqua Enrique. « Il faut bâtir un dossier solide. Ce rapport médical est essentiel. Nous devons protéger Miguel, demander une mesure provisoire de protection au tribunal si nécessaire. Mais attention, la première chose est de garantir la chaîne de preuves et d'agir légalement pour éviter les attaques de procédure. » Raphaël acquiesça. L'idée d'une stratégie calmait la tempête intérieure. S'il fallait se battre, cela devait être avec méthode. Enrique proposa un plan immédiat, sécuriser la résidence, informer le personnel de maison en privé, recueillir témoignages écrits, demander les images de caméras internes si elles existent, et faire le lien avec l'école. Georges, en homme d'action, avait déjà commencé à questionner les employés. La directrice de la maison n'avait pas remarqué auparavant. L'ancienne gouvernante, qui avait démissionné 6 mois plus tôt, accepta de parler et l'on sentit la dynamique se déplacer.
La veille même, Jorge avait commencé à poser des questions précises. Il interrogea la femme de ménage sur les horaires. Le ménage nota un coin de la cuisine où une boîte de snacks était systématiquement cachée dans un placard haut. Un jeune jardinier se souvenait d'un déjeuner laissé intact sur la table et jeté plus tard. Un ex-employé, Ricardo, contacté sur recommandation, parla d'une routine étrange. « Véronica avait des règles strictes dans la maison », dit-il. Elle contrôlait qui mangeait et quand. Il y avait des ordres privés. On s'occupait mieux des invités. Les enfants, on les voyait moins. Chaque témoignage, fragile et parcellaire, formait une trame. Il fallait néanmoins les inscrire dans une démarche probante. Signature, date, déclaration signée. Hongric expliqua patiemment pourquoi une simple accusation en privé n'était pas suffisante. Il fallait des documents, des professionnels capables d'attester, des éléments qui tiendraient devant un juge. Pendant ce temps, Véronica commença à sentir une menace sourde. Sa vie publique ne devait rien laisser filtrer. Lors d'un dîner de charité prévu quelques jours après la découverte, elle afficha une sérénité composée, lança des sourires bien calibrés et répondit aux journalistes avec des phrases pleines d'empathie. « Ma priorité est le bien-être de Miguel. Nous faisons tout pour lui donner la stabilité dont il a besoin. » Son discours fut repris par les médias comme un gage de bonne volonté. L'opinion publique, manipulable et rapide à juger, commença à murmurer que peut-être Raphaël exagérait, qu'il cherchait une cause, qu'il n'était pas assez présent. Le pouvoir de l'image, Véronica souriante avec des enfants d'une association, commençait à peser lourd. Raphaël observa ses apparitions à la télévision et sentit la colère changer de forme. Elle devint prudente, une colère qui se protège en plan stratégique. Il avait conscience que l'argent et le prestige pouvaient acheter des narratifs. C'était un vrai combat, faire reconnaître une vérité intime dans un espace public où la façade possède déjà des défenseurs bien armés. Il voulut répondre publiquement, mais Henrique le freina. Nous ne pouvons pas laisser Véronica dicter le récit, mais la première étape reste la protection immédiate de Miguel et la constitution d'un dossier irréprochable. Nous allons interroger l'école, demander les dossiers de santé et de fréquentation et protocoler les témoignages. Si la presse se mêle sans le vouloir de la procédure, cela peut compliquer un recours pour obtenir la garde. Raphaël, qui avait bâti des empires en calculant les risques, comprit qu'ici, la logique était différente. La vulnérabilité exigeait patience et tact. Il se surprit à passer des nuits blanches non plus à penser à un nouveau projet d'entreprise, mais à la silhouette fragile d'un petit garçon qui lui disait « Papa » d'un ton d'appel. Juliana Costa, maîtresse de Miguel, reçut la demande de rencontre dans une matinée ensoleillée. Elle accueillit Raphaël avec des dossiers empilés, des notes d'écoliers soigneusement groupées. « Je l'ai vu changer depuis quelques mois », dit-elle en ouvrant un cahier de dessin. Les gribouillis d'abord d'innocence devinrent plus serrés, des scènes où l'enfant dessinait souvent une porte fermée, une assiette vide, un couloir sombre. Rien d'exposé, mais pour Juliana, chaque trait parlait d'absence. « Il venait parfois en classe sans avoir déjeuné », confia-t-elle. « Je lui donnais un biscuit, des fois, je voyais qu'il partageait avec un camarade. J'ai noté des absences répétées. J'en ai parlé à la psychologue scolaire. On a proposé un suivi, mais dans ce milieu, parfois, les familles ne veulent pas. » Ce témoignage, consigné et daté, prit la forme d'une pièce supplémentaire. Henrique insista pour qu'elle signe une déclaration écrite, imprimée, signée. Les pièces s'empilaient, rapport médical, témoignage de la maîtresse, déclaration d'anciens employés. Chacune conforme à une procédure qui chercherait à démontrer un schéma de négligence plutôt qu'un incident isolé. La nuit où George ramena une clé USB trouvée derrière une étagère, Raphaël comprit que la maison lui offrait des réponses. Il regarda le petit rectangle de plastique comme on regarde une preuve tangible du passé. George expliqua qu'il l'avait trouvé en nettoyant un coin rarement visité. « Il y a des caméras dans la propriété, patron, » dit-il. « Les flux sont gérés par un serveur dans la salle de contrôle. Parfois, les anciens employés laissent des sauvegardes. » Raphaël prit la clé en main, le poids froid de la technologie dans ses doigts.
Henrique entra et prévint. S'il y a des images, elles doivent être traitées avec précaution. Nous devons garantir qu'elles ont été obtenues par la voie légale et que leur intégrité sera assurée. Je vais demander à un expert de faire le transfert et la signature numérique. Nous ne pouvons pas risquer une contestation de provenance. Ils regardèrent la première vidéo dans la pénombre du bureau. L'image, tremblante d'un angle de caméra de surveillance extérieure, montra une silhouette petite, la nuit, avançant vers la cuisine. Le son était lointain, mais la vidéo avait ce pouvoir cru. Elle révélait une attention inadaptée à un enfant cherchant. On vit Miguel ouvrir la poubelle, fouiller, puis repartir en courant, la tête baissée. L'image était sans prétention, sans vérité juridique immédiate, mais elle fit basculer Raphaël d'une indignation abstraite à une réalité palpable. Avant même qu'il n'ait pu analyser chaque plan, un autre extrait attira l'attention. L'enregistrement, cette fois, montrait une porte intérieure, une voix se faisant entendre, une voix contrôlée, qui ne chantait pas, mais qui donnait des ordres calmes sur le ton de la discipline. On voyait Miguel fermé à l'intérieur, regardant par la fente inférieure d'une porte. La vidéo ne montrait pas d'actes violents, elle montrait l'isolement et l'ordre, la dimension psychologique qui pèse lourdement sur un enfant. Raphaël s'effondra légèrement sur la chaise. Sa première réaction fut d'une puissance insondable, la culpabilité. Il se vit dans toutes les soirées manquées, dans toutes les priorités qu'il avait choisies, entreprise, voyage, un goût pour l'efficacité professionnelle, et il sut avec une clarté terrible que son absence avait permis à cette dynamique de s'installer. Les remords suffoquaient, mais il les recracha vite pour laisser place à autre chose, la responsabilité d'agir. Henrique parla de procédures, de demandes officielles pour récupérer les fichiers de l'administration de la maison, d'appel aux autorités compétentes pour établir une expertise indépendante. Georges organisa la sécurisation des lieux et la préservation des preuves matérielles. Raphaël décida, dans un geste qui ne se limita pas à un tweet ou à un communiqué, de rester à la maison cette semaine-là. Il annula voyage, réunions, fit de son agenda un calendrier de présence. Il acheta des fruits colorés pour des petits déjeuners qu'il préparerait lui-même. Il changea sa vie par acte plutôt que par parole. La première nuit après la découverte, il dormit près de Miguel. L'enfant, inquiet mais intrigué, laissa une main sur l'épaule du père. Raphaël pensa pour la première fois à ce que signifie être père au quotidien. Les réveils, les pansements, les lectures de contes. Il resta éveillé assez longtemps pour entendre le souffle régulier du garçon et imaginer un avenir où ses respirations seraient longtemps protégées. Le lendemain, une lettre anonyme arriva au siège d'une association que Véronica finançait. Elle contenait des insinuations sur Raphaël. Un homme absent, un père intéressé par l'image publique. Le timing était trop parfait pour être innocent. Les réseaux sociaux s'embrasèrent en une nuit, mêlant compassion et doute. Véronica multiplia les interviews où elle répétait son amour de mère, où elle parlait de situations complexes. Son équipe de relations publiques, comme en symphonie bien réglée, prépara une contre-offensive. Attention aux mots, réassurance aux donateurs, alignement des discours. Raphaël, à la fois victime et cible, sentit que le combat prendrait plusieurs fronts. Il devait se battre pour Miguel, mais aussi pour la vérité face à un appareil bien rodé. Il avait à présent en main des preuves, déclarations, rapports, vidéos, mais il savait que l'opinion peut être plus rapide que la justice. Et la justice, lui répétait Henrique, exigeait patience. Pourtant, quelque chose avait changé. Il n'était plus l'homme d'affaires qui délègue, il devenait un père actif. Il commença à apprendre des choses simples. Comment nouer une cravate à Miguel pour la fête de l'école? Comment faire des autocollants pour un devoir? Comment lire une histoire en articulant des voix ridicules pour faire rire? Ces gestes, banals en apparence, constituaient la réparation quotidienne. À travers eux, il voyait l'enfant s'ouvrir à nouveau, accepter des tendresses longues, des petits rituels qui réparent ce que les absences avaient fissuré.
Une après-midi, Miguel trouva un robot en pièces dans un carton, vieux jouet que Raphaël avait gardé depuis son enfance, un objet que son propre père lui avait donné et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de partager. Ils se mirent à le réparer ensemble. Les vis, le tournevis emprunté, le manuel griffonné, la réparation du robot devint métaphore d'une reconstruction plus vaste. Miguel trouva des pièces, apprit à remettre en place une roue et ria quand l'engin s'illumina pour la première fois. Ce petit succès fut photographié par Jorge à la volée, sans mise en scène, et la photo resta comme preuve d'un lien retrouvé. Mais la maison, en surface, continuait d'exercer ses charmes et ses mensonges. Véronica, consciente de la bataille à venir, renforça sa posture extérieure. Elle consulta un conseiller en images, multiplia les apparitions publiques et fit en sorte que les invités de marque voient un foyer serein. Ses avocats, eux aussi, préparèrent des répliques, questions sur la vie professionnelle de Raphaël, assauts sur sa disponibilité, tentatives de rendre sa crédibilité vacillante. Le fossé se creusait entre un espace intime de réparation et un espace public de confrontation. Raphaël, caméra dans la poche, fichiers à la main, comprit qu'il devait naviguer entre ces deux mondes sans sacrifier l'enfant sur l'autel de la visibility. Le cœur de sa stratégie resta simple, la protection immédiate et la constitution d'un dossier solide, entretenu par des professionnels, médecins, psychologues, juristes, capables d'attester de la réalité, sans lui laisser la place d'un rôle d'accusateur impulsif. Un soir, alors qu'il relisait les pages du premier rapport médical, il sentit la réalité d'une responsabilité qu'il n'avait pas assumée précédemment. Réparer n'était pas seulement revenir pour des fêtes et des cadeaux. Réparer impliquait une présence durable. Dans ce silence, une pensée brève, presque un murmure intérieur, « Je serai là ». Ce n'était pas une résolution spectaculaire, mais un métier de chaque jour. La tension monta peu à peu. Les jours qui suivirent furent un mélange d'actions mécanisées, entretiens, signatures, demandes officielles, et de fragiles moments de tendresse. Chaque geste administratif avait son pendant humain. Un dîner partagé, une lecture slamée, un jeu de construction. Entre ces deux pôles, Raphaël apprit à respirer autrement. Puis une nouvelle pièce du puzzle arriva sans prévenir. En triant de vieux cartons, Miguel montra à son père un cahier couvert de dessins. Certaines pages montraient des scènes où un enfant mangeait à la va-vite, d'autres des portes fermées. Mais une page attira tout particulièrement l'attention. Un croquis scolaire, daté, accompagnait une phrase brouillonne. « Il n'y a pas assez pour tout le monde ». Le mot, écrit comme on dit une vérité simple, fit frissonner Raphaël. Ce n'était pas un élément légal en soi, mais c'était une marque, un témoignage direct de ce que l'enfant avait perçu et vécu. C'était assez pour que la détermination devienne inébranlable. Il appela Henrique de nouveau. « Nous sommes prêts, dit-il. Pas pour la scène publique, pour la protection, pour la sécurité de Miguel. Faites ce qu'il faut. » Henrique hocha la tête, maîtrisé. « Nous allons demander une mesure provisoire de placement et un examen psychologique indépendant. Nous allons aussi solliciter que la maison soit soumise à une expertise technique pour conserver l'intégralité des fichiers des caméras. Et surtout, nous allons veiller à ce que la presse n'intervienne pas de façon préjudiciable. » Un sentiment de calme, étrangement, descendit sur Raphaël. Il ne pouvait changer le passé, mais il pouvait offrir aux garçons des jours où l'on ne regarde plus la poubelle pour espérer trouver un repas. Il s'engagea à transformer cet élan en action pratique, à changer son agenda et son cœur. Et dans ce creuset d'efforts, une chose devint claire, la bataille ne se gagnerait pas seulement au tribunal, mais dans la constance des gestes quotidiens, dans le temps que l'amour prendra pour reconquérir ce qui a été perdu. La journée où ils déposèrent la première demande au tribunal, Henrique parla d'un calendrier judiciaire. La procédure, lente et respectueuse du droit, commença son cours. Mais avant que l'adversaire ne puisse riposter sur le terrain de l'opinion publique, Raphaël fit un geste plus intime. Il invita Miguel au parc, pas comme un acte symbolique, mais comme une respiration.
Là, sous le ciel banal d'une ville, le petit garçon se balança pour la première fois sans regarder derrière lui. Raphaël le poussa, lente et régulière, et sentit que chaque poussée était une promesse tenue, une réparation en acte. Il n'avait pas encore gagné. La maison retenait encore bien des secrets. Les caméras gardèrent des images que le temps mettrait à nu. Véronica frapperait fort pour défendre son image, mais il y avait désormais un père réveillé, un dossier qui se formait, des preuves compilées méthodiquement, des professionnels engagés à témoigner. Et surtout, il y avait Miguel, dont le regard retrouvait par bribes la confiance. La lutte ne faisait que commencer. Quelques heures plus tard, dans l'ombre du bureau, Henrik remit à Raphaël une copie d'une pièce qu'il n'aurait jamais pensé devoir examiner. Une série d'images orodatées, sauvegarde d'une caméra de nuit prise par un ancien employé. L'une d'elles montra, encore une fois, le petit silhouette dans la lumière vacillante du réfrigérateur, menant une exploration silencieuse. Raphaël posa la main sur la photo imprimée, et pour la première fois, il comprit que la vérité ne se crierait pas d'un seul coup. Elle viendrait, lente, morceau par morceau, par des documents, des regards, des signatures. Il ferma les yeux une seconde et inspira. Puis il regarda Miguel qui réparait son robot sur le sol, concentré et avec cet aplomb d'enfant qui trouve la joie dans les petites pièces. La décision de Raphaël n'était plus seulement juridique. Elle était quotidienne, tissée de repas servis, d'histoires racontées, d'heures partagées. Quelle que soit la suite de la bataille judiciaire, il savait qu'il resterait. Et dans la température tranquille de ce choix, une étincelle d'espoir commença à réchauffer l'appartement, comme si la promesse d'un père pouvait lentement recomposer un foyer. Quelques semaines passèrent, et la routine, cette alliée discrète de la guérison, prit une place plus solide dans leur saison nouvelle. Raphaël n'était plus seulement un père de promesses, il était un père d'heures. Il se leva désormais pour préparer les petits déjeuners, pour accompagner Miguel à l'école, pour prendre des rendez-vous et s'assurer que chaque pas administratif était accompagné d'une présence. Parfois, assis sur le bord du lit de l'enfant, il se répétait dans un souffle « Je serai là », et la phrase devenait un acte. L'enquête suivit son cours avec la lenteur ordinaire des procédures, mais aussi avec la précision d'une machine bien huilée quand elle est conduite par des professionnels. Dr. Patricia Santos, travailleuse sociale désignée par le tribunal, rencontra la famille, visita la maison, rédigea des rapports détaillés sur les interactions et les conditions de vie. Elle nota les améliorations rapides, repas réguliers, jouets rangés, des rituels du soir instaurés, et elle consigna avec mesure les séquelles visibles sur le plan émotionnel, retrait par moments, peur nocturne, questions répétées sur l'abandon. Le dossier médical se complexifia dans le bon sens. Dr Béatrice poursuivit les suivis nutritionnels, tandis que Dr Renata Campos, psychologue spécialisée en traumatismes infantiles, prit en charge l'évaluation psychologique de Miguel. Renata travailla méthodiquement. Entretien, jeux structurés, évaluations adaptées à l'âge, rencontres avec Raphaël pour lui fournir des outils. Elle ne promettait pas des miracles. Elle expliquait la lenteur des progrès, la nécessité de constance et de sécurité. Mais elle observait aussi la capacité d'attachement qui renaissait chez le petit garçon. Avec de la stabilité et une présence constante, l'enfant peut reconstituer une image de sécurité, dit-elle lors d'une réunion avec Henrik et Raphaël. Cela prendra du temps, mais il y a des signes encourageants. Sur le plan légal, Henrik se déplaça avec la prudence d'un homme habitué aux batailles qui se jouent autant dans les salles d'audience que dans les coulisses d'opinion. Il valida chaque preuve, la clé USB transmise à un expert indépendant pour garantir l'authenticité des images, les témoignages des anciens employés consignés et signés, la déclaration de Juliana, la maîtresse, dûment attestée, le rapport de Dr Béatrice. L'intégrité de la chaîne de preuves fut son bouclier contre les tentatives de la défense de décrédibiliser le dossier. L'équipe de la défense de Véronica forgea d'abord une stratégie classique. Remettre en question la provenance des images,
insinuer que la présence de Raphaël n'était qu'une tentative de prendre la scène publique, souligner sa vie professionnelle chargée, ses déplacements, exactement les mêmes motifs de doute qu'il s'était reprochés intérieurement. On tenta de transformer la culpabilité personnelle de Raphaël en une arme contre lui. Un père absent, donc suspect, disaient certains commentateurs. Ce récit, alimenté hors tribunal par des relais médiatiques, chercha à éroder le crédit des témoins. Henrique Patient répondit point par point. L'expert en criminalistique numérique qui avait travaillé sur les fichiers confirma l'absence d'altération et la signature cryptographique des horodatages. Les témoins furent entendus sous serment. Les notes de la gouvernante, les courriels d'anciens employés et la date du cahier de dessin furent présentés avec les pièces justificatives qui attestaient non seulement d'une répétition des faits, mais d'un schéma de conduite. La mise en forme du dossier était claire. Il ne s'agissait pas d'une seule erreur ou d'un incident isolé, mais d'une série d'actes et d'absences organisées. Dans ce temps, la bataille médiatique battit son plein. Véronica multiplia les interviews, avec un sourire désormais plus tendu. Des agences de communication conseillèrent des discours calibrés, des gestes de compassion. Mais la projection de la première vidéo, celle montrant Miguel fouillant dans la poubelle, puis l'autre, où il se tient à l'ombre derrière une porte, commença à fissurer le récit lisse du foyer parfait. Lorsque des extraits, traités avec éthique par certains médias, furent associés aux témoignages des professionnels, l'opinion changea. Les dons furent mis en pause par quelques organismes qui ne voulurent pas être mêlés au tumulte. Les invitations aux événements caritatifs disparurent des agendas de Véronica. Elle paya un prix public pour l'écart entre l'image et la réalité, mais sans que cela serve d'excuse ni de revanche, c'était la conséquence d'un dévoilement. Le calendrier judiciaire annonça la date d'une audience préliminaire. La tension monta, bref crescendo. C'était un moment où la salle d'audience deviendrait scène et laboratoire. Le cœur de l'enjeu n'était pas seulement la garde. Il s'agissait de protéger Miguel, de définir des mesures provisoires et d'ordonner des évaluations complémentaires par des experts indépendants. Le tribunal devait également décider de l'interdiction de contact éventuel entre Véronica et l'enfant, en attendant l'issue complète de l'enquête. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était pleine d'une solennité lourde. Juge Marta Oliveira présidait l'audience avec calme. Son visage traduisait l'attention d'une personne qui sait que les dossiers traités derrière ces murs portent souvent des conséquences durables sur des vies fragiles. La presse, tenue à la distance imposée par la procédure, attendait à l'extérieur. Toutefois, la rumeur médiatique avait déjà préparé le terrain. Henrique ouvrit la présentation par les faits concrets, posant chaque document sur la table du greffe selon la chronologie. Rapport médical, témoignages signés, copie des messages internes, cahier de dessin daté et, enfin, la clé USB sur laquelle l'expert avait apposé son rapport technique. L'avocat demanda une mesure provisoire immédiate, la garde temporaire en faveur de Raphaël et une interdiction de contact de Véronica, en attendant que l'enquête sociale et l'expertise psychologique se concluent. La défense répliqua avec le jeu attendu, contester la chaîne de conservation de la clé USB, prétendre que les extraits vidéo étaient sortis de leur contexte, tenter d'ordonner une contre-expertise. Elle nota aussi la responsabilité morale de Raphaël, accentuant sa longue absence et insinuant que des décisions hâtives pouvaient être dommageables pour l'enfant. L'idée était claire, semer un doute assez grand pour retarder ou amoindrir les mesures provisoires. Georges, chef de la sécurité, fut appelé à témoigner. Sa déposition fut brève et précise. Il décrivit la découverte de la clé USB, la procédure suivie pour la confier à un expert, les mesures prises pour préserver la maison et les fichiers. Sa parole fut factuelle, sans émotion excessive, mais l'audience comprit qu'il avait été l'homme d'action discret, présent quand il fallait agir. Juliana, maîtresse de Miguel, prit la parole ensuite. Elle raconta des observations scolaires, la fréquence des absences, la baisse de poids, les signes comportementaux, et partagea son cahier de classe rempli des dessins datés.
Son témoignage fut teinté d'affection et d'inquiétude. Elle donna des exemples du quotidien scolaire, évoquant un enfant qui avait cessé de demander des goûters, mais acceptait volontiers l'aide offerte. Sa déclaration, signée et déposée, permit d'asseoir la réalité d'une souffrance répétée, au-delà d'une perception parentale isolée. Puis vinrent les témoignages des anciens employés. Ricardo Mendonça, ex-homme à tout faire, accepta d'entendre des questions difficiles sur sa loyauté passée et sur la décision de parler. Il confirma la routine stricte imposée par Véronica, des instructions sur qui devait manger à quel moment, des paniers informes laissés pour les invités, mais pas pour les enfants. Son émotion fut contenue. Ses mots, toutefois, dessinèrent une maison où la conformité à l'image avait parfois prévalu sur le soin direct. Le moment crucial arriva avec l'expertise psychologique. Dr Renata Campos exposa de façon professionnelle l'état émotionnel de Miguel, signe de carence affective, stratégie d'adaptation, hypervigilance, attention à ne pas déranger, et les marques d'une confiance qui se reformait lentement face à la présence continue d'un parent. Elle expliqua la nécessité de mesures qui garantiraient la sécurité immédiate, mais aussi un accompagnement thérapeutique prolongé. Sa parole pesa exactement là où il fallait. Elle n'accusait pas au sens pénal, elle expliquait l'impact observé et elle recommandait des actions concrètes. La défense caractérisa ses témoignages d'indiciels et prépara ses contre-arguments. Elle tenta de dépeindre Véronica sous un jour humain, parlant de sa générosité publique, de son engagement associatif, de l'amour qu'elle prétendait porter. Elle insinua que la campagne menée par Raphaël et ses soutiens constituait une tentative de récupérer la garde pour des raisons personnelles. Les avocats de la défense ne niaient pas les faits d'absence ou les carences, ils s'efforçaient de les remettre dans une lecture favorable à leur cliente. Juge Martha écouta, prit des notes et posa des questions qui témoignaient d'une volonté de nuance. « Quelles mesures temporaires garantissent au mieux l'intérêt de l'enfant » demanda-t-elle. La salle retint son souffle. Enfin, après avoir pesé la preuve présentée, la juge rendit une décision de protection provisoire. La garde temporaire de Miguel fut accordée à Raphaël, une interdiction de contact direct fut ordonnée pour Véronica et une enquête pénale fut ouverte pour examiner la possibilité de négligence aggravée. La juge ordonna également une expertise indépendante sur les fichiers numériques et exigea un rapport social continu par Dra Patricia. Ce verdict fut une victoire mesurée. Elle n'était pas un jugement de culpabilité définitif, mais elle matérialisait la priorité du tribunal, la protection de l'enfant. La juge rappela la nécessité d'éviter toute exposition médiatique susceptible de nuire aux mineurs et insista sur la confidentialité des échanges. La salle retint une respiration collective. Certains applaudissements étouffés s'entendirent dans les couloirs du palais de justice, mais la vraie victoire, pour Raphaël, fut silencieuse. Il regarda Miguel, et dans les yeux du garçon, il vit la reconnaissance muette d'un secours concret. Après l'audience, la réaction publique bifurqua. Les réseaux, qui avaient été un champ bouillant de rumeurs, se calmèrent sous l'effet du récit structuré et des documents officiels. Les journalistes, désormais munis de sources judiciaires, mirent l'accent sur la complexité du dossier plutôt que sur la dramaturgie. Véronica, privée d'alliance publique, se retira momentanément de la vie sociale. Elle continua néanmoins la bataille juridique, préparant la suite des procédures. Rien n'était encore joué, mais la trajectoire avait changé. La reconstruction poursuivit son chemin à la maison. Les gestes du quotidien, répétés à l'infini, devinrent des pierres de fondation. Raphaël inventa des rituels. Le mercredi soir, une soupe préparée ensemble. Le samedi matin, un atelier bricolage où ils réparaient ensemble un objet ancien. Le dimanche, une promenade au marché pour choisir des fruits. Il imposa aussi des règles de prévention pour la maison. Un accès contrôlé à certaines pièces, des horaires transparents pour le personnel. Un système de suivi simple et respectueux afin d'éviter toute forme d'isolement pour l'enfant.
Sur le plan thérapeutique, Renata proposa un programme de soutien long terme. Des séances individuelles pour Miguel, des rencontres familiales pour travailler la communication, et des groupes de parole pour Raphaël, où il apprenait à affronter sa culpabilité sans qu'elle paralyse ses actions. Dans une de leurs conversations, Renata lui dit « La culpabilité peut être utile si elle mène à l'action, mais elle devient destructrice si elle vous empêche de construire. » Cette phrase resta avec lui, comme une boussole. Dans l'intimité, Raphaël changea aussi sa manière de parler du passé à Miguel. Il évita les longues explications. Il trouva des mots simples, honnêtes, adaptés à l'âge. « Tu n'étais pas en sécurité, et je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt. Maintenant, je suis là. » L'enfant, qui n'attendait ni discours ni justification, répondit parfois par un silence, parfois par un geste, et petit à petit par des demandes de proximité. Les batailles judiciaires se succédèrent ensuite, toutes empreintes de la rigueur nécessaire. La défense tenta de faire rejeter certaines preuves, de réclamer des contre-expertises, d'interroger la méthodologie de collecte des témoignages. Henrique, fidèle au principe d'une stratégie patientée, fit appel à des spécialistes pour corroborer la procédure. Une société de criminalistique numérique attestant des bonnes pratiques, des psychologues indépendants confirmant l'impact observé et des travailleurs sociaux détaillant l'historique du foyer. Quand la défense évoquait la vie professionnelle de Raphaël, Henrique répliquait en montrant l'adoption de mesures concrètes. La présence quotidienne, les changements d'agenda, les gestes répétitifs. Il montrait, sans grandiloquence, que la réparation se faisait dans le temps et qu'elle était durable. Entre audiences et réunions avec les experts, il y eut des moments de tension palpables. Véronica essaya plusieurs fois de communiquer avec Miguel par voie indirecte, en sollicitant des rencontres par l'intermédiaire d'amis. Le tribunal rappela l'ordre d'interdiction de contact et prévint de sanctions en cas d'infraction. Le personnel de maison, parfois divisé entre loyauté, fut entendu et réentendu. Les anciens employés firent des déclarations plus étoffées, renforçant la thèse d'un contrôle intérieur et d'un protocole de maintien de l'image au détriment du soin immédiat. Puis vint la pièce qui fit basculer l'opinion et la vérité judiciaire d'une manière irréfutable. Une séquence vidéo retrouvée, encodée, horodatée et validée par l'expert, montra la répétition d'une scène où Miguel, au milieu d'une nuit, cherchait de la nourriture et était renvoyé d'une pièce. Ce matériel, présenté au tribunal avec toute la chaîne de conservation, trouva peu de réponses possibles. Il ne livrait pas d'images de violence explicites. Il décrivait une réalité tout aussi lourde. L'isolement systématique d'un enfant, une privation organisée. Les avocats de la défense tentèrent encore de contextualiser, d'expliquer par la fatigue ou la nécessité de cadre, mais les faits combinés, médical, scolaire, témoignages, vidéos, dessinèrent une cohérence difficile à contester. La juge Martha, sans prononcer de condamnation pénale définitive, ce domaine était encore sous instruction du parquet, renforça les mesures de protection. La garde définitive fut attribuée au moins provisoirement à Raphaël, unilatéralement pour le temps de l'enquête. Une interdiction d'approche fut prolongée. La procédure pénale fut confiée aux autorités compétentes pour instruction. Le ton de la décision fut mesuré. Il ne s'agissait pas d'une vengeance ni d'une mise à mort sociale, mais d'un choix orienté par l'intérêt supérieur de l'enfant. La juge demanda des rapports réguliers et la mise en place de ressources éducatives et thérapeutiques. La conséquence matérielle pour Véronica fut douloureuse. Perte d'accès à des fonctions honorifiques, retrait de soutiens associatifs et une surveillance administrative accrue. Elle conserva ses droits civils, sa dignité publique. Le dossier restait sous instruction et elle n'était pas encore objet d'une condamnation. La narration publique dut accepter la nuance. Il y avait des responsabilités et des conséquences, mais aussi une procédure en cours. Cette nuance calma, parfois, la passion des débats extérieurs. Pendant ces mois, la reconstruction intérieure prit aussi des formes symboliques. Le robot, réparé par leurs mains, devint plus qu'un jouet.
Il fut le symbole de la patience, de la capacité à remonter les pièces cassées, à reconnecter des circuits, à mémoriser l'effort commun. Raphaël commença à écrire un petit album, pas un livre public, mais un cahier où il collait des photos, des tickets de cinéma, des petits mots écrits à Miguel. L'album n'était pas destiné à l'exhibition, il était un rituel de mémoire. Chaque page racontait un morceau de la construction affective. Il plaça aussi, sur une étagère à la hauteur de l'enfant, un frigidaire rempli d'aliments choisis ensemble. Le simple geste de pouvoir ouvrir la porte quand on a faim fut, pour Miguel, un acte politique et thérapeutique à la fois. L'étape suivante, naturelle pour Raphaël, fut d'élargir le combat au-delà de sa maison. Alors que la procédure judiciaire avançait, il sentit que la vérité qu'il avait découverte n'était pas un cas isolé. Elle relevait d'une problématique plus large, la façade sociale qui parfois masque des réalités intimes. Animé par ce sentiment, il commença à évoquer, avec des personnes de confiance, l'idée d'une initiative visant à protéger et à repérer les signes de négligence dans les milieux aisés où l'image prime souvent sur le soin. Avec l'aide de Henrique, Dr Béatrice, Dr Renata et Dra Patricia, il esquissa la création d'une fondation dédiée à la protection et à la prévention, la Fondation Espoir d'enfance, non provisoire. L'objectif n'était pas d'attaquer une couche sociale particulière, mais de mettre en place des outils, formation pour le personnel de maison, protocole d'alerte pour les écoles, ligne directe pour signaler les situations à risque, subventions pour des programmes de suivi nutritionnel et de soutien psychologique. La Fondation savait qu'elle entrerait dans un champ délicat, empêcher la stigmatisation, favoriser la signalisation, accompagner plutôt que juger à la première alerte. La création de cette structure prit forme lentement. Raphaël souhaita que cette création ne soit pas un simple geste de philanthropie ostentatoire. Il proposa de mettre à disposition des ressources financières, sans apparaître comme homme seul sauveur. Il insista pour une gouvernance partagée avec des professionnels indépendants, des associations et des travailleurs sociaux. Il demanda aussi qu'une part du budget soit dédiée à la formation des personnels éducatifs, afin d'identifier tôt les signaux faibles de négligence et d'activer des ressources. Dra Patricia accepta d'en être l'une des responsables opérationnelles, apportant son expérience du terrain. Dans le même temps, Raphaël continua la reconstruction intime. Un rituel simple s'ancrera. Chaque soir, avant de dormir, ils faisaient ensemble un livre des petites victoires, une page collée, un dessin, une petite victoire du jour. Ce geste, répétitif et anodin, devint le compagnon silencieux d'un processus de réparation. Miguel y collait un ticket de cinéma, un dessin, un autocollant, et Raphaël écrivait quelques mots. « Tu as souri aujourd'hui, tu as fini ton repas, tu as aidé à ranger. » Ces signes, qui pouvaient paraître triviaux, étaient en réalité des ancrages de confiance. La vie reprit une cadence plus sereine. Miguel, après quelques rechutes émotionnelles, cauchemars, perte d'appétit par moments, montrait des progrès constants. À l'école, Juliana nota des améliorations. L'enfant participait davantage, demandait parfois un temps de lecture en classe, riait avec les camarades. L'équipe éducative installa un suivi discret pour accompagner l'enfant sans le stigmatiser. Quant à Véronica, sa posture évolua aussi, mais sans repentir spectaculaire. Elle engagea une défense active, certains diront agressive. D'autres perçurent chez elle des signes de recul et d'introspection. Quelques confidences, glanées dans des audiences privées, montrèrent une femme qui refusait d'accepter la version complète des faits, mais qui savait désormais que son image publique ne suffirait pas à garantir son innocence sociale. Elle s'entoura d'une assistance psychologique. Mais pour les familles et les institutions concernées, la priorité restait la protection des mineurs, pas la rédemption publique. 1 an plus tard, la procédure pénale poursuivie par le parquet produisit des suites. Une poursuite pour négligence et mise en danger de mineurs fut engagée, l'enquête se poursuivit et devait répondre à des questions que seul le dossier complet pouvait trancher.
Le climat social avait évolué. Le cas de Miguel devint une référence locale pour des débats sur la protection de l'enfance dans les milieux aisés, sur la responsabilité des administrateurs et des donateurs, et sur le rôle des médias. Mais, malgré l'agitation, la priorité tangible resta la constance du quotidien. La Fondation Espoir d'enfance fut officiellement lancée 6 mois après l'ouverture des premiers programmes. Son inauguration fut sobre. Pas de gala clinquant, mais des professionnels, des représentants d'associations, des éducateurs, des parents concernés et quelques journalistes. Raphaël prit la parole sans grandiloquence. Il parla de l'importance d'écouter les enfants, d'observer les gestes du quotidien, de créer des canaux d'alerte non punitifs pour encourager la prise de parole. Il termina par une phrase simple. « Si ma vie a pu servir à quelque chose, que ce soit à renforcer le réseau de protection autour des enfants. » La Fondation commença par soutenir des programmes de formation, un numéro d'appel discret pour les travailleurs de maison et un partenariat avec des écoles pour repérer les signaux faibles. Les mois suivants confirmèrent la valeur d'une telle initiative. Des situations furent détectées, des interventions menées en équipe, des enfants orientés vers des soutiens nutritionnels et psychologiques. Les premiers retours furent mesurés, mais encourageants. La Fondation ne prétendait pas tout résoudre, mais elle mettait en réseau des compétences et des moyens. Pour Raphaël, cette action avait aussi une dimension réparatrice. Transformer une douleur personnelle en un levier collectif. Là où la douleur initiale se manifestait avec force, la peur de perdre l'enfant, la honte, la colère, il y avait aujourd'hui une acceptation plus douce et une énergie dirigée vers le soin. Et Miguel grandissait, avec des hauts et des bas, mais avec des repères plus stables. Il apprit à demander de l'aide quand il avait faim, à dire quand quelque chose le dérangeait, à nommer parfois ses peurs à voix haute. Ses progrès, bien que modestes, étaient des victoires. Un soir d'automne, après une journée ordinaire où ils avaient réparé une étagère ensemble, ils allèrent au parc. Le parc était simple, une étendue d'herbe, un banc, une balançoire. Miguel courut, libre, sans crainte apparente. Raphaël s'assit, observa le garçon grimper sur la structure, puis monter sur la balançoire. Il le poussa doucement, à chaque poussée une promesse renouvelée. Le robot réparé trônait dans le sac à dos et l'album des petites victoires était rangé dans la poche intérieure. Ils parlèrent peu. Parler n'était pas nécessaire. Le silence, cette fois, était doux. Miguel rit, un rire clair, sans précaution. Il regarda son père et dit, avec la simplicité d'un enfant, « Papa, tu me racontes encore l'histoire du robot ?» Raphaël sourit. Il prit la main du garçon, la petite main chaude, et commença. « Il était une fois... » Les mots, répétés, tissèrent une présence. Autour d'eux, la vie continuait, imparfaite et précieuse. La séquence judiciaire s'éloigna ensuite des formes les plus brutales du conflit. Un accord procédural permit de concentrer les efforts sur la guérison de l'enfant, et l'issue pénale resta suspendue à des conclusions d'experts. La question centrale, qui avait guidé chaque décision de Raphaël, fut toujours au-dessus de la vindicte. La sécurité et l'épanouissement de Miguel. Il avait appris qu'une victoire parfaite n'existait pas. Il avait choisi la persévérance. Dans les mois qui suivirent, la Fondation publia un guide succinct, distribué aux écoles et aux structures privées, listant des signaux d'alerte non experts mais utilisables. Changement de poids, retrait social, dessins datés avec thèmes répétitifs, demandes régulières de nourriture ou de permission de quitter la table, etc. Ce guide était accompagné d'une adresse et d'un numéro d'appel. Il insistait sur la nécessité d'agir avec respect, confidentialité et professionnalisme. L'approche suscitait des débats. Certains craignaient la dénonciation excessive, mais la majorité reconnut la pertinence d'un filet mieux tissé. Le temps, élément essentiel de la guérison, continua son œuvre. Miguel, au fil des mois, prit de l'embonpoint. Ses joues reprirent de la rondeur, son regard perdit un peu de cette hypervigilance qui l'avait habité au début. Il avait des liens solides avec les professionnels qui l'accompagnaient.
Raphaël, lui, avait appris l'art de la présence sans omniprésence. Il savait exister sans suffoquer, offrir sans écraser la personnalité de l'enfant. Un après-midi pluvieux, alors que la justice terminait une étape procédurale, Raphaël reçut une lettre d'une association qui témoignait de soutien. Elle parlait de systèmes fragiles et de familles brisées, mais aussi d'actions possibles. Il pensa à l'album, aux robots, à la balançoire, et sentit une reconnaissance mêlée d'humilité. Il comprit que la justice, les procédures et les médias ne suffisaient pas à réparer un lien. Seule la répétition quotidienne de petites attentions pouvait y parvenir. L'histoire ne se termina pas par un titre triomphal. La procédure pénale suivit son cours, avec des suites judiciaires à venir. Véronica fit face à ses responsabilités légales. Certains aspects de son comportement furent sanctionnés administrativement, d'autres furent encore soumis à l'instruction. Mais le point central demeurait. Miguel était en sécurité et entouré. C'était là, pour Raphaël, la vérité la plus nette. Sur la dernière page de l'album qu'il montrait parfois à l'enfant, Raphaël écrivit en lettres simples « Présence chaque jour ». Il n'y avait pas de plan spectaculaire, pas d'annonce pompeuse, simplement une promesse et sa mise en pratique. À ceux qui regardaient de l'extérieur, la transformation apparaissait parfois lente, mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, chaque petit pas était visible et lourd de sens. En regardant Miguel jouer, Raphaël se souvint du moment initial. La poubelle, la main enfantine qui cherchait un biscuit, le silence du foyer. Ce souvenir fut, paradoxalement, moins une blessure qu'un signal. Il lui avait donné la force de changer. À cet instant précis, sous le ciel qui se dégageait après la pluie, il sut que la mission n'était pas terminée. Il continuait de travailler, non seulement pour son fils, mais pour d'autres enfants qui, peut-être, attendraient qu'on ouvre une porte. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour suivre des récits qui parlent de protection et de résilience, et partagez cette vidéo pour sensibiliser d'autres personnes à la vulnérabilité des enfants. Retrouvez dans la description des ressources et des numéros d'aide pour signaler une situation de danger ou demander un accompagnement professionnel.